Salut les esthètes! Vous écoutez À l'Est de l'aérospatiale. Bonsoir, chères auditrices, chers auditeurs. Vous êtes à l'écoute de À l'Est de l'aérospatiale, votre magazine radiophonique sur les arts visuels à Québec. Et nous ne sommes pas sur les ondes de CKRL. Alors oui, ça peut vous apparaître surprenant, mais vu les conditions exceptionnelles, nous avons choisi de collaborer pour un épisode spécial. Donc, deux médias sur les arts visuels à Québec, à l'Est de vos empires et l'aérospatiale se rassemblent pour discuter ensemble, mais à distance, des arts visuels. Donc, on a préparé ensemble un épisode spécial pour vous cette semaine. On va commencer avec un petit éditorial où on va parler de consommation culturelle à l'ère du coronavirus. Et ensuite, on va discuter d'expositions qui sont accessibles, même lorsqu'on n'a pas le droit de sortir de chez soi, c'est-à-dire les œuvres qu'on collectionne chez soi. Donc, on va parler de collectionnement. Donc, voilà, je pense que c'est à peu près ça. On pourrait présenter tout le monde autour de la table. D'abord, d'à l'Est de vos empires, moi-même, Sévia, accompagnée de Michel, que vous pouvez voir. Salut, Michel! Et les amis de l'aérospatiale, Gentiane. Oui, Gentiane Lafrance et Myriam Leland qui aussi de son côté. Bonjour. Donc, nous sommes 4. Et oui, la force de l'histoire de l'art nous réunit aujourd'hui. 4 contre la quarantaine, voilà. J'avais peut-être envie qu'on commence à discuter ensemble justement de comment vous avez occupé votre temps culturellement pendant cette période de quarantaine. Michel, toi, qu'est-ce que tu as fait pendant ce temps-là? Alors oui, bien, comme Sévia me le rappelle si souvent, je suis une Sagittaire et ça me rend un peu folle d'être prise chez moi sans sortir. Donc, ce qui m'a sauvée dans les derniers jours, c'est de pouvoir aller prendre des marches. Heureusement que ça, on a encore le droit de le faire en faisant attention, bien sûr. Je prends toutes les précautions nécessaires, mais en essayant d'atteindre mon 15 000 pas par jour, je me promène beaucoup et finalement, je me suis rendu compte que ce qu'on peut encore prendre le temps d'aller voir, ce sont les œuvres d'art publiques. Donc, j'avais envie de parler de ça rapidement. Donc, en se baladant dans les différents quartiers de la ville, je découvre toujours des nouvelles œuvres. Puis, c'est assez particulier comme en l'art public, finalement. Souvent, on prend ces œuvres pour acquis comme étant du mobilier urbain, mais quand on prend le temps de s'arrêter puis de vraiment les apprécier pour ce qu'elles sont, des œuvres d'art, et qu'on prend le temps de s'informer, de regarder qui est l'artiste, etc., bien, finalement, c'est une exposition permanente à ciel ouvert. Donc, c'est formidable d'avoir encore accès à ça. Et je ne sais pas si nos auditeurs et auditrices l'ont peut-être déjà vu, mais la Ville de Québec a fait un projet vraiment formidable qui a été d'imprimer un petit catalogue qui est gratuit, qui est accessible un peu partout, dans lequel on répertorie toutes les œuvres d'art public de la Ville avec toutes les informations complémentaires. Si vous n'avez pas accès au catalogue papier, il est disponible en ligne aussi. Donc, pour ça, c'est vraiment chouette. On a une carte interactive, on peut se balader dans la ville, puis vraiment aller trouver les œuvres, comme si c'était du géocaching. Voilà, on peut toujours consommer l'art visuel de cette manière-là. Donc, c'est ce que je conseillerais à mes amis en quarantaine qui ont besoin de sortir, se promener un peu, se dégourdir les jambes et découvrir toujours de nouvelles pratiques artistiques. Toi, Myriam? Moi, j'ai aussi pris beaucoup de marches, surtout que le soleil est de la partie maintenant, donc j'en profite un peu. Dans mon quartier, j'ai pas énormément d'art public, donc j'en profite quand même pour passer à côté, mais j'avoue, j'y aurais pas pensé, c'est vraiment un bon point, Michel. Moi, je me suis un peu gâtée du côté en ligne.
Puis, il y a beaucoup, beaucoup de choses qui étaient prévues pour le mois de mars, le mois d'avril. C'est des mois quand même assez importants là, dans la vie culturelle à Québec qui ont migré en ligne. Bon, c'est le cas du mois de la poésie. Ça a été le cas aussi pour le FIFA, le Festival international du film sur l'art, qui se termine, si je ne me trompe pas, ce dimanche ou ce samedi, quelque chose comme ça. Puis, il y a aussi le Festival du film étudiant de Québec que je ne connaissais pas, bien qu'il soit existant depuis 2003. Puis, j'ai décidé de découvrir ça. En fait, c'est super. C'est un festival qui devait durer 3 jours à la base, donc c'était en fin de semaine. Ils ont décidé de migrer tout ça sur leur page Facebook. Donc, même pas besoin d'aller sur un site web, pas besoin de payer quoi que ce soit. C'est complètement gratuit. Et à tous les jours, à 11h et à 16h, ils publient un film différent. Ce sont des courts-métrages. J'ai écouté les 3 premiers hier. En fait, 2 hier puis 1 ce matin parce qu'ils en ont publié un à 11h ce matin. Et c'était de loin mon préféré. C'est un film qui s'appelle Doggy Style. Puis, en fait, la prémisse, oui, la prémisse est vraiment très simple. C'est une personne qui fait du dog sitting, qui garde un chien pendant qu'un couple assez ordinaire s'en va en camping. Puis là, elle perd le chien finalement, puis la fin est assez étrange, mais c'est magnifique, c'est tellement bien tourné. Ça m'a vraiment fait penser à un film de Brian De Palma. L'éclairage, il y avait un effet pellicule aussi, un genre de petite friture dans l'image. Les prises de vue étaient vraiment géniales. Il y a des acteurs qui sont vraiment bien aussi, entre autres Gaia Sherat-Nakshi qui est de Québec et qui fait de très bonnes choses également. J'ai eu un petit peu de plaisir à la retrouver là-dedans aussi. Mais les 2 autres aussi, les 2 autres films étaient vraiment géniaux. Ça vaut vraiment la peine. Puis il y a 4 catégories différentes. C'est fiction internationale, expérimentale et documentaire. Il y en a vraiment pour tous les goûts. Puis c'est sur Facebook, donc on peut l'écouter, le réécouter, puis en découvrir de nouveau à chaque jour c'est pendant 7 jours, donc jusqu'à la semaine prochaine. Oui. Toi, Gentiane, qu'est-ce que tu fais de ta quarantaine? Bien, je passe beaucoup de temps sur mon ordinateur, beaucoup de Facebook. Il y a des beaux groupes, des belles initiatives sur Facebook pour échanger, mobiliser. Il y a un groupe Facebook qui rassemble les centres d'artistes et les lieux de diffusion en art au Québec qui échangent et qui se posent des questions sur qu'est-ce qu'ils font entre eux. Il y a aussi des groupes Facebook qui échangent beaucoup d'initiatives, bon, évidemment pour les enfants à la maison, mais aussi pour la culture en général. Donc, je me suis beaucoup éparpillée, mais j'ai découvert plein de choses. Là, il y a des belles initiatives, notamment l'ex-académique en moi était très contente de voir que G-Store a mis son contenu gratuit. G-Store, c'est une banque de périodiques pour les gens qui sont à l'université, qui sont aux études, mais quand on n'est plus à l'université puis qu'on n'a plus de code pour pouvoir accéder à ces banques de données-là, mais c'est très le fun de voir qu'elle s'ouvre aussi au monde en général. Il y a aussi du côté de Paris, au Centre Pompidou, il y a 2 cours sur l'art moderne qui sont disponibles gratuitement en ligne. Il y a l'art moderne et contemporain en 4 temps et l'art moderne et contemporain en 8 gestes. Donc, c'est des cours un peu sur le modèle d'un cours universitaire. Donc, c'est des séances de 2 heures et tout ça, c'est disponible gratuitement. Donc, il y a vraiment beaucoup de belles initiatives comme ça. Il y a également, je suis allée faire un tour sur les expositions du Musée national des beaux-arts du Québec qui ont été scannées en 3D. On peut se promener dans toutes les nouvelles expositions sur l'art au Québec. Et puis, j'ai aussi découvert 2 sites Internet où on peut aller visiter des galeries d'art de manière qui ont été scannées comme ça, qui ont été prises en photo en modèle en 3D comme ça également. Il y en a un qui s'appelle artland.ca
.com et l'autre qui s'appelle easel.net. Donc, on peut aller se promener comme ça dans des galeries d'art qui sont à Séoul, qui se retrouvent donc un peu partout dans le monde pour pouvoir découvrir un peu aussi la mise en exposition de ces œuvres-là. Et il y a évidemment le grand classique de Google Art and Culture qui nous permet de visiter beaucoup de grands musées dans le monde avec ce modèle-là de Google Street View qui nous permet d'aller se promener à Paris, aux États-Unis, dans les grands musées du monde, à Londres également. Donc, il y a plein de belles initiatives comme ça. Puis, si on revient au Musée national des beaux-arts du Québec, il y a également toute une suite de courtes vidéos sur YouTube pour faire des créations avec les enfants. En s'inspirant des différentes expositions qui sont passées là, au musée là, depuis 2016 jusqu'à nos jours. Très, très bien fait, donc avec les petites mains qui bricolent, puis de donner un exemple. Donc, pour les familles avec les enfants, c'est un bel outil aussi pour découvrir l'art d'autres manières. Donc, j'ai butiné, je butine beaucoup et on s'occupe comme on peut. Puis, je vais prendre des marches aussi. Il y a aussi je suis près de la rivière Saint-Charles. Il y a tout le programme de banc qui a été créé par des artistes de la Ville de Québec qui commencent à émerger de la neige. Donc, hier, je suis allée passer un petit moment avec les œuvres de Ludovic Bonnet, qui sont des petits pupitres de classe. Et puis, avec deux copines, on s'est assises dans la neige à 2 mètres les unes des autres, puis on a jasé un peu. Mais c'est vraiment fascinant de voir toute la mobilisation et puis toutes ces initiatives-là pour rendre la culture accessible gratuitement sur Internet et de redécouvrir aussi des sites qui existaient déjà avant puis qui faisaient déjà ça. Je pense au site Open Culture qui est une source infinie de livres, de cours, d'œuvres d'art, de musique, de films. Ils ont plus de 1000 films suggérés qui sont disponibles gratuitement en ligne, Open Culture, dont également des catalogues. Donc, il nous redirige vers des institutions artistiques, là, des musées qui ont mis tout leur catalogue disponible gratuitement en ligne. Donc, je pense à Getty. Également, tous les catalogues du Guggenheim sont disponibles en ligne. Donc, on peut aller consommer de l'art comme ça en lisant des livres en ligne et il y a le Met aussi, le Metropolitan Museum of Art, qui a près de 600 catalogues disponibles gratuitement en ligne. Donc, on peut vraiment se promener comme ça et puis découvrir plein de belles choses. Et je vais terminer avec un petit chouchou que ça faisait longtemps que je savais que ça existait, mais je l'ai consommé beaucoup quand j'étais à l'université en histoire de l'art. C'est UbuWeb, qui est une source extraordinaire de musique expérimentale. Mais c'est vraiment des trucs expérimentaux. Donc, on a du Joseph Beuys, du Dan Graham, on a beaucoup du Julian Schnabel. On a beaucoup d'éléments comme ça expérimentaux. Donc, on a de la poésie expérimentale, on a des œuvres audio, on a des œuvres vidéo également qui sont disponibles sur ce site-là, ubu.com, qui est assez difficile à naviguer à l'intérieur, mais c'est vraiment des belles découvertes à faire, là. Donc, ça fait un petit tour de plein de découvertes et de redécouvertes que j'ai faites là, au cours de la dernière semaine. Toi, Sévia, qu'est-ce que tu fais pendant ta quarantaine? Ben moi, ma vie ne change pas beaucoup. Je suis une travailleuse autonome, j'aime ça être à la maison. Et contrairement à vous qui aimez ça être dehors, moi, c'est pas ma grande passion. Mais je réalise aussi que je suis peut-être un peu asociale plus que je pensais parce que je suis bien. Ceci dit, on dirait que j'ai plus besoin d'excuses pour faire les activités que j'aime le plus, c'est-à-dire consommer de la culture sur le web. Donc, mon aventure a commencé avec C'est comme ça que je t'aime, la nouvelle série du duo
François Letourneau, Jean-François Rivard, c'est ceux qui nous avaient livré Les Invincibles au début des années 2000, qui ont fait Série Noire. C'est un duo de réalisateurs écrivains que j'adore. Je les trouve drôles, je les trouve sensibles. Je trouve qu'ils saisissent bien une génération. Et dans le cas de C'est comme ça que je t'aime, j'ai été charmée par, d'une part, l'esthétique de la chose. Il y a Oui. il y a des grands cinéastes, il y a comme une présence du film noir qui va rester tout au long, mais c'est tout en subtilité, puis vraiment, il y a des bonnes références. Sinon, au niveau de tout ce qui est plutôt scénario, j'adore le fait qu'enfin, et j'insiste, je critique rarement Rivard Letourneau, mais c'est rare qu'ils mettent des femmes en scène. C'est plutôt des hommes, généralement. Ceci dit, dans ce quatuor de personnages-là, il y a 2 femmes qui sont des femmes fortes et on va suivre principalement là, la montée, en fait, d'un personnage qui s'émancipe complètement de son rôle de femme de foyer pour devenir, bon, après ça, c'est peut-être pas ce qu'on voudrait, mais pour devenir une tueuse. Donc, vraiment... L'œil du tigre! L'œil du tigre! Vraiment une bonne série que je recommande. Profitez-en. Si vous n'êtes pas encore inscrit sur tout.tv extra, il y a 1 mois gratuit. Donc, ça vaut la peine. C'est bien meilleur que beaucoup de choses que j'ai vues dans la dernière année et je vais probablement le réécouter. Sinon, j'ai fait mes devoirs d'historienne de l'art aussi. Je suis allée consulter de l'art sur le web, dont un show qui s'appelle Artistes en quarantaine, qui a été un peu sorti de nulle part. Je pense que c'était pas prévu très longtemps d'avance. En fait, ça s'est passé à l'Aise, un petit studio d'artistes en performance à Québec, vendredi dernier. C'est une initiative de Mai Ngoc Bac Nguyen qui, en fait, devait aller à New York à la Grace Exhibition Space pour présenter une œuvre lors d'un événement qui s'appelait Optimistic Nihilism. Ceci dit, étant donné la situation actuelle, étant donné la difficulté des transports et des voyagements, Mai a dû rester à Québec et s'est dit, je vais quand même produire une performance pour cet événement à New York. Et elle a décidé de le faire à Québec, dans les studios de l'Aise, avec 2 autres performeurs qui ont été invités. Donc, Alexandre Saint-Onge, nouvellement professeur à l'Université Laval en art et spécifiquement en performance, et Rémi Bélanger de Beauport, qu'on connaît bien également là, dans le réseau de Québec, musicien, artiste, performeur. Donc, ensemble, ils ont fait une petite soirée dans les bureaux de l'Aise où, finalement, ils étaient 7, donc des techniciens sur place, je dis des techniciens, mais en fait, c'est la gang de l'Aise, c'est les artistes qui ont voulu faire ça. Donc, des fois, on voit que la caméra est transportée d'une personne à l'autre. Évidemment, c'est très DIY la manière dont ils l'ont fait, un peu comme nous aujourd'hui. On fait ce qu'on peut, mais vraiment intéressant. Il y a eu des approches. On a commencé la soirée avec Alexandre Saint-Onge, qui lui est un habitué de la rediffusion, du travail web. Donc, il a joué avec plusieurs écrans, beaucoup avec le son également, une ambiance comme seul lui peut créer vraiment. Ensuite, on est tombé avec Rémi Bélanger de Beauport, qui devait être en performance au lieu sous peu. Là, je ne sais pas exactement quand ça commençait. Finalement, le lieu a décidé de reprendre sa performance par vidéo, mais lorsqu'ils ont fait leur alignement pour la soirée, ce n'était pas encore sûr. Donc, ils ont voulu aller le chercher pour lui donner une visibilité, pour lui permettre de présenter une œuvre qui était un peu entre le tutoriel YouTube et l'extrême intimité qu'on peut avoir avec des inconnus sur le web. Donc, il a donné un beau tutoriel de maquillage. C'était super intéressant au niveau de la forme parce qu'il a invité le public à le suivre, à rejoindre la conversation avec lui sur Zoom. Donc, on voyait vraiment là, la plupart des participants qui étaient affichés et certains ont suivi le tutoriel de maquillage avec lui. Donc, on voyait, je ne sais pas, là, je ne vais pas exagérer, mais peut-être 4 personnes qui faisaient leur maquillage devant la caméra en essayant de copier son tutoriel. Et enfin, la soirée s'est terminée avec le travail de Mai,
Mike, je connais bien comme personne, mais pas comme artiste. En fait, j'avais jamais eu l'occasion de l'avoir en performance et j'ai été surprise parce que je comprenais sa pratique comme étant une pratique très présentielle, très axée finalement sur la relation avec le public, beaucoup sur l'improvisation également. Et j'ai eu l'occasion de m'entretenir avec elle parce que je voulais savoir comment c'est de faire une performance avec une caméra dans une salle où il n'y a personne alors qu'on fait du relationnel d'habitude. Puis évidemment, ça a été un gros défi pour elle. Elle a trouvé ça difficile, mais elle a décidé d'un peu modifier finalement sa performance pour arriver à quelque chose qui allait être consommable, autant pour les gens qui l'écoutaient à New York pendant cette soirée-là que pour le public à Québec. Somme toute, j'ai trouvé ça vraiment intéressant de la voir agir. Je pense qu'elle a réussi à créer quand même un terrain de jeu, comme elle appelle, malgré cette distance-là qui existe entre le public et elle. On est vraiment entré dans son univers de petits objets travaillés, de plus gros objets, pour créer finalement une ambiance qui allait mettre des matériaux assez proches de l'hygiène. Là. Je pense notamment à des blocs de savon, à de l'eau qui a été utilisée également. Et donc, elle a joué avec beaucoup de matériaux pour créer un petit environnement très confortable. Donc, c'est vraiment une belle soirée de performance et je veux peut-être conclure tout ça en disant que j'aurais pas eu autant de fun s'il n'y avait pas eu un chat qui était disponible pendant cette diffusion live sur Facebook parce que pendant tout ce temps-là, je pouvais discuter avec des amis, des gens que je connais pas du tout, ou des gens surtout que je vois dans les soirées de perf normalement, mais à qui je parle pas. Donc, on a vraiment discuté ensemble, c'était le fun, on a ri. Moi, j'ai bu ma bière dans mon bureau en regardant ce show-là et je me suis surprise à lever mon verre à plusieurs reprises. Personne me voyait au fond. Donc, voilà pour mes activités culturelles en quarantaine. Re-bienvenue les esthètes et les aérospatiaux. On est au deuxième segment de oui, les aérospatiaux. J'ose le petit surnom cute. On continue en fait dans notre émission spéciale un merge avec À l'Est de vos empires et l'aérospatiale hors de toute plateforme. Puis on continue en fait en se parlant de notre collection d'art personnel, que ce soit une collection digne des plus grands conservateurs du monde ou une collection beaucoup plus personnelle. Moi, c'est plus ça, personnellement. J'ai envie de vous demander, en fait, quelle pièce vous voudriez présenter aux auditeurs, en fait, qui fait partie de votre collection? Qui veut commencer? Gentillane, ouais donc. Ah oui, hein? Moi, j'ai pas une très grande collection d'œuvres d'art à la maison. C'est plus au hasard des rencontres que ça va se former plutôt qu'avec une volonté de collectionnement. Mais j'ai cette œuvre-là ici, qui est une photographie d'un artiste qui est passé à Regard où je travaillais, un artiste japonais qui s'appelle Nampei Akaki. J'ai également des œuvres de Pierre Bourgon, avec qui j'ai eu le plaisir de collaborer pour un projet dans la dernière année, donc qui agrémente mon espace musique ici. Mais j'ai surtout beaucoup de livres photos parce que j'ai un intérêt quand même assez marqué pour la photographie. Et le livre photo s'avère être une œuvre d'art en tant que telle. Et on a ici à Québec le Centre Vue qui produit de très, très beaux livres photos. J'ai celui-là ici, Village, qui est un livre qui a été édité par Vue il y a quelques années et qui est un duo d'artistes photographes finlandais. Donc, le livre s'appelle Village parce que c'est la traduction du mot Canada. Et on a à l'intérieur de la couverture Kanata, donc le deuxième titre du livre. Donc, c'est un peu leur exploration du Québec
et des différents lieux lors de leur résidence ici. Donc, on a par exemple le mur une photographie du mur de Béquille à Sainte-Anne-de-Beaupré. Donc, des éléments comme ça, il y a beaucoup d'humour. Ça vient gratter un peu la culture québécoise sur le bobo. Donc, on parle de poutine, de différents lieux comme ça, un peu de lieux communs. Mais c'est vraiment exploré avec un certain humour. Pour y aller plus... les artistes, oui, je ne les ai pas nommés. Ben, parce que je suis curieuse, ça a l'air intéressant. Oui, c'est Clara Kellstrom et Tobias Feld qui avaient fait une résidence à Vue pour éditer ce livre-là. J'ai également édité par Vue le livre Mégantic, donc qui explore la tragédie de Mégantic. Donc, c'est Benoît Aquin qui a fait ce livre-là. Et puis, c'est vraiment une esthétique très journalistique au flash. Et ce qui est intéressant, c'est que parfois, on le lit à la verticale et parfois à l'horizontale selon le format des images. Donc, on explore un peu les alentours de cette tragédie-là qui a frappé le Québec. Donc, on a vraiment des très, très belles œuvres, parce qu'un livre photo, c'est une œuvre. Et je terminerai avec, avec Roche Plante-Marbois, qui est une des dernières éditions de Vue, qui est une collaboration entre Amélie-Laurence Fortin et Audrey Demers-Roberge, où elle rassemble des photos, des dessins de leurs différentes pratiques. Elle les mélange aussi avec certaines œuvres qui ont été faites par d'autres artistes. Et on a vraiment quelque chose de très dense. Puis ce qui est intéressant avec un livre photo, c'est qu'on y revient, on y revient toujours, et à chaque fois, on y découvre de nouvelles choses. C'est un peu comme de la poésie, hein? Donc, une très, très belle édition que je suggère à tous, là. C'est très intéressant, le livre photo, parce que ça rend l'acquisition d'art très accessible. Et justement, en temps de reclusion, comme ça, on peut s'asseoir et les feuilleter. Oui, on en parlait hors d'onde avec Sévia qu'on est toutes des travailleuses dans le domaine de la culture. On a toutes fait des études dans le domaine de la culture et malheureusement, souvent, ça veut dire qu'on n'est pas des personnes extrêmement riches. Non. On a des rêves peut-être un peu plus grands que notre portefeuille. Puis, en effet, je trouve que le livre photo, c'est une manière de collectionner de l'art, d'encourager des artistes qu'on aime. D'ailleurs, Audrey Demers-Roberge, je l'adore. Elle était supposée faire une exposition et une... Oui, on avait prévu une entrevue avec elle la semaine dernière. Oui, c'est ça. C'était sur notre line-up. On avait très hâte, mais ça nous donne encore plus envie que cet épisode un peu drôle là, de notre société se termine. Puis en fait, j'ai aussi hâte parce que je vais clairement t'emprunter le livre, Gentiane. Oui, sans problème. Michel, toi, qu'est-ce que tu as envie de nous présenter de ta collection personnelle? Alors oui, moi j'ai quand même la chance de cohabiter avec un certain nombre d'œuvres d'art chez moi. J'ai eu la petite piqûre de la collectionneuse dans les dernières années, puis on ne peut plus m'arrêter. C'est drôle parce que souvent on dit ça des tatouages, qu'une fois qu'on en a un, on ne peut plus s'arrêter, puis on veut constamment des nouveaux tatouages. Mais ce que je constate, c'est que pour moi, le collectionnement, c'est devenu un peu comme ça, dans le sens où souvent, le choix d'une œuvre, pour moi, va rattacher à une étape dans ma vie ou à un rite de passage. C'est un peu un cadeau que je me fais pour marquer un moment dans ma vie professionnelle ou personnelle. Puis, donc, du coup, mon rapport aux œuvres que j'ai chez moi finit par paraît très émotif. C'est rattaché à des souvenirs, un peu comme une chanson préférée qu'on va toujours ramener à une période spécifique de notre vie. Bien, pour moi, ça représente un peu ça. Donc, je peux vous parler de 3 œuvres. Puis, j'ai vraiment préparé, comment on appelle ça, un show and tell, un montre et raconte. Donc,
Premièrement, OK, un moment que je chéris, que j'ai vécu dans ma vie, c'est d'avoir travaillé un été au symposium de Baie-Saint-Paul. C'était à l'été 2016, 2016, si je ne me trompe pas, il y a 4 ans. Puis, je pense que c'est là que j'ai fait mes premières acquisitions officielles et non pas d'échanges d'œuvres d'art d'artistes qui avaient participé au symposium. Et j'ai nommé, je les ai décrochés pour... Donc, ici, j'ai une courte pointe de Magali Baribeau-Marchand et Sarah Letourneau, donc 2 artistes de Chicoutimi qui forment ensemble un duo, qui ont quand même leur pratique individuelle, mais qui, lorsqu'elles travaillent ensemble, ça donne quelque chose de vraiment magique. Donc, ici, c'est une œuvre qui est tirée d'une série que les artistes ont développée pendant plusieurs années. Je vais je vais la redéposer. Alors, en fait, ce sont des petites courtes pointes magnifiques, délicates. Celle que j'ai choisie, je l'adore pour son schème chromatique, pour la composition aussi, pour la forme des différentes composantes de la courte pointe, parce qu'il faut savoir que dans la série, ça varie vraiment d'une à l'autre. Et ce sont des œuvres d'une grande sensibilité. C'est très poétique parce qu'en fait, les artistes ensemble se promènent dans des cimetières, puis elles vont glaner des fragments de fleurs artificielles, donc des pétales qui auraient, avec le temps, été emportés par le vent. Donc, la matière ici est très chargée. Ce sont des bouquets de fleurs artificielles qui ont été déposés sur des tombes par des familles en deuil et qui, finalement, avec le temps, ont été un peu délaissés, délavés. Les pétales perdent leur couleur. Donc, tous ces fragments sont récoltés par les artistes, souvent sur le bord des clôtures, en fait, qui longent les cimetières parce qu'avec le temps, le vent les a emportés ou les tondeuses à gazon les ont déchiquetés. Puis, donc, c'est vraiment ce gros travail de collectionnement de ces fragments qui sont faits par les artistes et qui ensuite vont produire une courte pointe par cimetière. Donc, les pétales de l'œuvre que j'ai, par exemple, c'est le cimetière de Saint-Urbain. Donc, pendant leur été à Baie-Saint-Paul, les 2 artistes ont voyagé dans tous les cimetières de Charlevoix. Donc, voilà, j'en ai ramené un morceau chez moi. Puis j'aime beaucoup regarder cette œuvre. Sinon, celles qui sont derrière moi, en fait, ce sont des œuvres du Symposium de Baie-Saint-Paul également. C'est Jean-Charles Rémy-Courmarie, qui est un artiste français qui était au Symposium cet été-là. Puis j'aime beaucoup ses œuvres parce que ça va chercher, un peu comme la série de Magali Baribeau-Marchand et Sarah Letourneau, ça va chercher je ne peux pas dire un thème, mais une approche que j'apprécie beaucoup en art actuel, c'est-à-dire des œuvres qui peuvent, à la première impression, nous apparaître abstraites ou simplement formelles, mais qui recèlent un sens qui est quand même caché. Donc, finalement, on se rend compte que ce sont des œuvres qui ne sont pas du tout abstraites, mais qui sont ancrées dans une réalité. Puis, les 2 compositions qui sont derrière moi de Jean-Charles Rémy-Courmarie, en fait, sont inspirées d'un moment dans l'histoire, c'est-à-dire la Deuxième Guerre mondiale. Donc, pendant la Deuxième Guerre mondiale, il y a des villes qui étaient très souvent bombardées, si on pense à Londres, par exemple. Et donc, les commerces, pour protéger leurs fenêtres, mettaient du ruban adhésif sur la vitre. Et finalement, au fil des années, au fil des bombardements, on a développé différents motifs pour essayer d'augmenter toujours un peu plus la solidité de ces fenêtres pour éviter qu'elles ne s'éclatent pendant les bombardements. Donc, l'artiste s'est inspiré de ces différents motifs pour créer des compositions comme on voit ici derrière moi. Puis, pour la petite histoire, celle qui est à ma gauche, en fait, elle est cassée au milieu. Peut-être qu'on voit un peu mal. Il faut que j'aille la faire réparer par François Simon. Mais voilà, l'œuvre a été cassée pendant le transport. Et je trouve que c'est assez fascinant, finalement, de se rendre compte que c'est grâce au ruban adhésif que
la vitre cassée est restée à l'intérieur plutôt que de s'éclater. Donc, comme quoi, ça fonctionne. Donc, peut-être que je vais la laisser comme ça parce que je trouve que ça rajoute au sens de... Et sinon, on s'avance de quelques années. En 2018, c'est encore pour moi une sorte de prochaine étape dans mon développement professionnel. J'ai joint un conseil d'administration pour la première fois, celui de la Foire en art actuel de Québec. Et donc, là, on en est à la 3e édition à laquelle je participe en tant qu'organisatrice et administratrice. Mais à la toute première édition, j'ai fait une acquisition que j'ai ici, que vous allez sûrement reconnaître, Ah de oui. Marie-Fauve Marie-Fauve. Bélanger. Donc, Marie Fauve, qui est une artiste de Québec, une sculpteur qui a fait l'École des métiers d'art de Québec, qui d'ailleurs, à l'Est de vos empires, est en partenariat avec la Maison des métiers d'art. Donc, c'est vraiment une super école qui, je trouve qu'on a des artistes très intéressants qui sortent de la Maison de l'École des métiers d'art. Donc, Marie-Fauve Bélanger, qui, elle, fait de la sculpture à partir de matières récupérées, souvent. Donc, il y a vraiment un propos écologique assez intéressant et qui, finalement, va faire des explorations dont le volume va souvent rappeler, pas seulement le volume, mais aussi les couches. Ça rappelle comme des couches sédimentaires. Donc, il y a quelque chose de très géologique dans son esthétique. Je trouve qu'il y a une expérimentation tellement intéressante dans les contrastes de matière, dans les jeux même de transparence avec la résine. C'est une œuvre que j'ai installée sur une tablette dans mon salon devant une lampe et la manière que la lumière traverse la pièce, ça me fascine. C'est vraiment super beau. D'ailleurs, l'artiste m'avait conseillé de la placer devant une fenêtre même pour laisser entrer la lumière. Je vais essayer de vous montrer des photos sur les réseaux par la suite pour essayer de rendre l'effet lumineux de cette pièce que j'aime beaucoup. Et finalement, une autre œuvre marquante ou acquisition marquante, c'est que j'aime beaucoup. C'est une photo de Anne-Marie Proulx que j'ai ici. Alors, Anne-Marie Proulx, une artiste de Québec qui, en fait, est une des artistes qui a participé à la dernière édition de Manif d'art. Donc, j'ai travaillé pour cette édition de la Biennale et pour moi, il y avait quelque chose d'émotif, encore une fois, de vouloir acquérir une œuvre d'Anne-Marie, une artiste que j'apprécie énormément et qui, finalement, va pour toujours me rappeler de cette fois où j'ai travaillé pour la première fois avec la Biennale de Québec. Donc, Anne-Marie Proulx, pour ceux et celles qui connaissent peut-être un peu moins, c'est une artiste photographe qui passe beaucoup de temps sur la Basse-Côte-Nord. Et qui, dans son travail, va souvent miser sur une sorte de réactivation très sensible du territoire, le territoire qu'elle va concevoir comme étant vraiment une entité vivante, communicante et avec laquelle on peut tenter de réparer notre relation d'interconnectivité avec le territoire. Puis, c'est une artiste qui mise beaucoup sur le dialogue interculturel avec des communautés autochtones inuits de la Basse-Côte-Nord. Donc, c'est un travail que je vous encourage vraiment à suivre si vous ne le faites pas déjà. Donc, voilà, c'est ça les 3 œuvres que je voulais vous présenter aujourd'hui. Je les adore. Puis, je me considère très chanceuse de pouvoir habiter avec ces œuvres. Et encore une fois, on a parlé de situations économiques ou financières. Puis, je tiens vraiment à insister sur le fait qu'effectivement, on n'a pas besoin d'être riche pour choisir de vivre avec l'art. C'est quelque chose comment dire, on peut y avoir accès si on choisit de le prioriser, comme n'importe quoi dans notre vie. Donc, voilà. Merci, Michel. Et il y a Sévia qui ne nous a pas encore parlé de sa collection d'œuvres d'art à la maison. Sévia, est-ce que tu peux nous parler un peu de ce qui se passe dans ta quarantaine artistique? Un peu comme Michel, les œuvres que j'ai choisi de
présenter, ce sont des œuvres qui représentent des moments marquants dans ma vie, mais peut-être aussi des amitiés, des relations interpersonnelles qui ont évolué au fil des années. Et c'est pas nécessairement des œuvres qui sont majeures pour les artistes, mais qui sont majeures pour moi dans ma conception des arts visuels. Je voulais commencer en fait avec ces deux petites sérigraphies que vous voyez ici, qui sont des œuvres de Michel Gagnon. Je tiens à faire comme toute une histoire autour de Michel Gagnon. Michel, en fait, je l'ai connue à la base parce que c'est avec elle que j'ai créé l'émission À l'Est de vos empires. Elle a fait 2 saisons avec nous à la radio et j'ai vraiment appris à la connaître par, c'est ça, là, la radio, les discussions sur les arts visuels. Et en fait, ces œuvres-là, qui s'appellent Brûler le patriarcat, font partie d'une plus grande série je pense que c'est une 12aine de petites œuvres sur papier de ce type. Et à l'époque, quand elle les avait faites, elle les avait partagées sur le web et j'étais tombée en amour et je voulais absolument les exposer. Donc, lorsque Michel et moi, on a fait notre première exposition en tant que commissaire qui s'appelait Monstrum in Fronte, donc une exposition qui tournait autour du thème du monstre. Eh bien, je trouvais important de parler de patriarcat comme étant un monstre. Et quoi de mieux que des œuvres qui s'appellent Brûler le patriarcat pour le faire. Il faut dire que c'est un travail qui est comme plus préliminaire peut-être à la pratique de Michel Gagnon, qui est plus, qui fait, oui, toujours de l'estampe, qui fait également de la céramique, qui est un peu touche à tout dans sa pratique. Donc, c'est des vieilles œuvres que j'aime d'amour, vraiment. En fait, si on se déplace dans ma collection, bien moi aussi, j'ai une œuvre qui a été acquise lors de la Foire en art actuelle de Québec. Il s'agit d'une œuvre de Caroline Belzile-Normand. Moi, j'ai pas de difficulté à donner les noms des gens comme il faut. Je l'ai fait plutôt avec Maï. J'ai dit son nom tout croche, mais en fait, c'est Maï Bak Ngok Nguyen. Donc, oui, thématique. Je vais juste changer l'affichage pour qu'on puisse voir que Michel aussi a ses petites jambes de Caroline, comme celle-ci. Donc, pourquoi j'ai choisi de vous parler de cette œuvre? Eh bien, c'est tout simplement parce que, d'une part, j'aime la pratique de Caroline. D'une deuxième, parce que c'était mon premier achat dans le cadre d'une foire. Avant les œuvres que j'achetais, c'était vraiment du one-on-one. J'ai abordé l'artiste, je demandais de faire une acquisition. Mais celle-ci, je l'ai achetée dans le cadre de la foire en art actuelle et je l'aime, je l'adore. Le jaune comme ça, c'est ma couleur préférée. Vous pouvez peut-être le voir dans mon appartement, tout est comme thématique jaune. Et ça vient de cette œuvre-ci. Caroline aussi est importante dans mon cheminement personnel parce que c'est elle qui signe le visuel d'À l'Est de vos empires cette année. Donc, on l'a vraiment choisi parce que c'est une artiste de Québec, une femme artiste surtout, et qui a une pratique qu'elle nomme elle-même voyons, je cherche le mot. Bref, une pratique très rigolote, très suave également, et qui je pense qu'elle utilise le mot frivole. Est-ce que ça se peut? C'est ça, hein? Le mot frivole! Donc, vraiment une pratique qui est décomplexée, légère, agréable à voir, qui est parfois un peu croquante, j'ai envie de dire. Elle va faire des liens. Par exemple, ici, bien évidemment, on a une vulve, mais c'est une vulve qui est toute sentie, qui est en forme d'arc-en-ciel. Donc, il y a vraiment un mélange entre peut-être le plus croquant et le plus doux. Donc, j'adore sa pratique. Je voulais le mentionner. Enfin, ma troisième acquisition, c'est une œuvre d'Olivier Hébert que j'ai déplacée spécialement pour vous dans mon salon. Donc, on peut la voir ici. La chose, je vais me lever en fait et vous la montrer. Olivier Hébert que j'ai eu la chance d'exposer l'année dernière, en 2019, dans le cadre de la Manif d'art. En fait, on avait une exposition de jeunes commissaires avec Florence Gariepi. On a exposé tous les étudiants en arts visuels à la maîtrise à l'Université Laval. Et j'ai eu un coup de cœur pour tout le monde, évidemment.
mais la pratique d'Olivier Hébert me rejoint profondément parce que c'est des œuvres qui ont l'air abstraites au premier coup d'œil, mais qui ne le sont pas du tout. Alors, je me lève, je la décroche. Voilà, donc vous pouvez voir, là, c'est une œuvre toute simple d'apparence, donc principalement noire. Il faut dire que le peintre, en fait, utilise de la peinture à l'huile, utilise de la toile, vous pouvez voir la toile, la broche, utilise le cadre classique, mais il va tout le déconstruire. Donc, en fait, ces œuvres-là sont faites à partir de grandes pièces de toile qui vont être trempées dans la peinture à l'huile, et puis étendues, coupées, regroupées, ici même brochées. Donc, vous pouvez voir, là, il y a plusieurs couches. Je me permets de toucher, c'est la mienne, ne faites pas ça au musée. Vous pouvez voir, il y a plusieurs couches de toile qui se succèdent. Et j'aime particulièrement cette œuvre-là. C'est une œuvre d'une collection. Là. Il y en a vraiment plusieurs œuvres noires comme celle-ci. Mais vous pouvez voir, là, il y a un pli dans l'œuvre comme ça qui s'est créé un peu naturellement. Et pour Olivier Hébert, c'est un moment de transition important dans sa pratique puisque jadis, il utilisait beaucoup le texte dans ses œuvres. On pouvait voir, par exemple, des mots qui allaient apparaître sur une toile, soit blanche, soit noire, toujours des couleurs très neutres. Et pour lui, ben, c'est comme si ces accidents-là, ces broches-là, ces plis devenaient une autre forme de vocabulaire. Donc, ici, il donnait une deuxième place aux mots, mais cette fois-ci, là, dans un ordre qui est plus esthétique. Donc, pour moi, il n'y a rien d'abstrait dans cette œuvre-là. On a vraiment une accumulation de travail du peintre, mais qui a été complètement décomposé. Donc, c'est très concret comme œuvre. Peut-être que je l'explique mal, mais si vous ne comprenez pas mes propos de passionné, je vous invite à tout simplement consulter son site web, consulter sa pratique et même discuter avec lui. Il est bien, bien fin. Et, je voulais conclure aussi parce que avec Myriam, on en avait discuté ensemble. D'ailleurs, je vais remettre le mode où on voit tout le monde. Oups, attendez, c'est pas ça que je voulais faire. Voilà, donc on jase avec tout le monde maintenant. Tu sais, on disait que c'est pas évident de faire la collection avec nos budgets, qu'on peut pas nécessairement se permettre des œuvres excessivement chères. D'ailleurs, je tiens à remercier Michel et mes parents pour le cadeau du Olivier Hébert que j'aurais pu payer autrement. Mais j'ai à la maison ce que j'appelle des placeholders, donc des remplaçants d'œuvres en attendant de faire une acquisition. Je voulais vous les montrer. Donc ici, j'en ai quelques-uns. Placeholder. Évidemment, je suis loin de pouvoir m'acheter un Egon Schiele, comme vous pouvez voir en image. L'Egon Schiele est ici. Par contre, l'œuvre de Catherine McInnes, que vous pouvez voir ici, qui date, en fait, c'est un carton d'invitation tout simple à son exposition qui se nommait L'odeur du sang-meuri. Je m'excuse, je vais vous donner une source fiable après l'émission. Mais c'est une série de viandes, en fait, qui ont été peintes à la tempera et je suis tombée en amour avec cette production-là. J'aime le travail de Catherine McInnes depuis toujours. Je pense qu'on a beaucoup d'affinités visuelles. Pour ceux qui ne le savent pas, je ne tripe pas sur la viande dans la vie. Je suis végane. Mais ces pièces-là me parlent profondément. On dirait qu'il y a comme un rapport... dans mon analyse de ces œuvres-là, il y a un rapport avec le corps et en même temps la marchandisation. Donc, il y a quelque chose de très froid, très chaud en même temps. C'est des clairs-obscurs, c'est des lumières qui valent vraiment, vraiment la peine. Une peintre d'exception, on le sait déjà, là. Donc, j'ai un placeholder en attendant de m'acheter, de me procurer mon Catherine McInnes, mais ça va arriver un jour. Je me permets, Sylvia, je suis allée fouiller un petit peu sur son site web pendant que tu parlais. C'est L'odeur du sang humain, Marie. Donc, tu n'étais pas très loin. J'étais proche, hein, pour une expo qui date d'il y a 6 ans, je pense. 2015, quand même. Reste-toi, Myriam, tu nous as pas parlé encore de... Ben non, c'est vrai. Mais moi, en fait, j'ai pas beaucoup d'œuvres à la maison. J'ai beaucoup de cartons d'invitation souvenirs, énormément. J'ai une boîte pleine. J'ai beaucoup de petits livres d'illustration. J'aime beaucoup l'illustration dans la vie, la sérigraphie. C'est quelque chose que j'apprécie beaucoup. C'est un peu
la force de la délicatesse pour moi, là, des lignes très fines, mais qui construisent souvent quelque chose de très solide. Mais une œuvre qui me tient beaucoup à cœur, en fait, j'en parlais hors d'onde en 2015, justement, je suis allée travailler à Prince George, en Colombie-Britannique, à la Two Rivers Gallery. Puis, c'était un contrat d'été, un 4 mois, qui m'a été prolongé ensuite pour un autre 4 mois. Puis, c'était un moment assez charnière dans ma vie. C'était la première fois que je travaillais dans le milieu culturel, première fois que je travaillais dans un musée, que je travaillais avec des artistes aussi, que je faisais vraiment ce que j'avais envie de faire. Puis, vers la fin, ça a été un petit peu difficile pour moi d'admettre qu'il fallait que je retourne au Québec parce que j'avais pas encore fini mon bac qui est dans le nord de la Colombie-Britannique. Croyez-le ou non, il n'y a pas ça qui se donne des bacs en histoire de l'art. Il fallait que je décide si je me redirigeais vers la foresterie ou si je restais en histoire de l'art au Québec. Le choix fut facile, mais en fait, l'œuvre que j'avais envie de vous présenter, c'est une toute petite œuvre. Ça ici, c'est pas très actuel, c'est un peu plus traditionnel comme travail. C'est un artiste local de Prince George et l'œuvre s'appelle P.G. Pulp Mills parce que Prince George, en fait, pour la petite histoire, c'est comme le Trois-Rivières anglophone. Ça sent la même chose à cause des pâtes et papiers. Là-bas, ils appellent ça « the smell of money » parce que tout le monde travaille à l'usine, justement au pulp mills. Donc, ce sont, j'essaie d'enlever le reflet un peu, les cheminées ici qu'on voit dans le paysage, ce sont justement les cheminées du pulp mill, donc de l'usine de pâte et papier. Puis en fait, cette œuvre-là, je crois que c'était 1 mois avant mon départ officiel. Là, après, ça faisait 7 mois que je travaillais au musée. Puis, il y a eu une foire avec plein d'artistes locaux, certains que je connaissais déjà, avec qui j'avais eu le plaisir de travailler. Et il y avait Jerry Lesniewicz, qui est un homme assez âgé, qui est connu pas mal du milieu artistique. En fait, mon patron, le directeur de la galerie, a eu plusieurs différends avec lui parce qu'il trouvait qu'il ne chargeait pas assez cher pour ses œuvres. Parce qu'il y a vraiment... Il y a vraiment une technique assez impressionnante, faite de super portraits. Puis, cette petite œuvre-là, je crois qu'elle était 30 $. C'est vraiment, vraiment pas cher. C'est un peu risible, ça paye à peine son matériel. Puis, quand j'ai vu cette œuvre-là, elle était dans un coin d'une baie vitrée. Je la trouvais tellement belle, puis c'était à une époque où je me promenais beaucoup, je restais pas beaucoup dans le même appartement. C'est un tout petit format, là, c'est un 12 par 4 pouces. Puis là, je la voyais, je disais, est-ce que je l'achète, est-ce que je l'achète pas? Puis je suis allée parler à des collègues en disant, bon, je vais attendre à demain, puis si l'œuvre est encore là, c'est un signe, je l'achète. Puis je rentre le lendemain, il n'était plus là. Oh non. Je me suis dit, bon, ben c'est ça. Puis 1 mois plus tard, quand je suis partie, ben c'est l'équipe du musée, en fait, qui m'avait offert ça comme cadeau de départ. Trop cute! Ben oui, j'ai le petit moton en le disant. Puis en fait, comme je dis, c'était vraiment un moment de ma vie qui était très important, autant au niveau professionnel que personnel. Puis c'est une œuvre que je pouvais facilement glisser dans ma valise sans risquer de l'endommager en plus. C'est une œuvre qui est assez importante pour moi puis qui me suit partout. Puis j'aime bien aussi formellement, en fait, c'est un paysage assez traditionnel. Les couleurs sont très traditionnelles. C'est vraiment le seul mot qui me vient en tête. Mais on n'a pas cet effet-là bucolique là, des beaux arbres et de la cathédrale ou du building dans le milieu. C'est quand même bien juste une usine de pâte et papier. J'aime beaucoup le contraste que ça faisait d'un peu édifier cette structure-là qui est comme un peu ordinaire, qui pue en plus, puis de la mettre dans quelque chose d'aussi beau, je trouvais ça vraiment génial. Fait que ça, je pense que c'est vraiment la première œuvre que j'ai eue, qui n'était pas une acquisition, mais un cadeau. Puis une autre que je voulais montrer aussi, qui témoigne un peu plus de ma vie à Québec. C'est pas une artiste professionnelle qui gravite dans le milieu des musées. C'est plutôt une illustratrice, en fait. Et je l'ai achetée je me rappelle plus le nom qui a été donné pour ça, mais en fait,
le marché Nouveau Genre qui a lieu d'habitude. Salon Nouveau Genre. Oui, c'est ça. Le Salon Nouveau Genre qui n'a pas eu lieu cette année, mais qui a comme été mis sous une autre forme. En fait, je suis allée et j'ai acquis cette magnifique œuvre double. Ah, wow! Qui est en fait un calendrier lunaire avec une illustration. C'est l'illustratrice Frey, donc Frey, facilement trouvable sur Etsy. Puis le cadre, en fait, c'est un cadre qu'elle a trouvé dans une friperie qui est vraiment magnifique aussi, là, un beau cadre double. Puis, en fait, j'aime beaucoup ça parce qu'en habitant à Québec, ça fait maintenant 4 ans que je suis à Québec. J'ai beaucoup travaillé sur ma santé mentale pendant mon temps ici. J'ai beaucoup travaillé sur ma carrière aussi, ce que j'avais envie de faire, ce que j'avais envie d'explorer avec mes études, avec mon réseau. Puis, l'ésotérisme a pris une place quand même assez importante, puis pas pour les raisons que j'aurais cru. Mon féminisme, en fait, m'a apporté à explorer ce côté-là. Je m'intéresse beaucoup à l'écoféminisme aussi, qui a toute une tangente aussi qui ramène la sorcellerie au goût du jour un peu, puis avec la crise actuelle, la crise environnementale dont on subit aujourd'hui les déboires. C'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur, c'est quelque chose que je recherche aussi dans l'art actuel. C'est des pratiques qui m'interpellent beaucoup. Donc, de voir cette petite illustration-là, elle m'a beaucoup parlé, puis dans le cadre en plus, je pouvais l'acheter dans ce cadre-là, fait que j'ai fait « Ah oui, c'est pour moi! » Puis justement, ces intérêts-là m'amènent à parler de mon rêve de collectionneuse. En fait, j'ai pas de placeholder pour cette œuvre-là, comme toi, Sévia, parce que ce sont des œuvres assez volumineuses. Mais c'est sûr qu'un jour, j'achèterai une œuvre d'Annie Baillargeon, justement pour cette manière-là un peu ésotérique de traiter le corps dans l'image, de traiter la nourriture, les couleurs, les paillettes, tout ça. J'adore ce qu'elle fait, j'adore comment elle utilise le corps dans ses œuvres aussi. Puis esthétiquement, c'est quelque chose que j'ai envie de regarder le plus souvent possible. Donc, raison pour laquelle j'aurais envie d'acquérir une de ses œuvres. Puis je suis pas mal sûre que c'est quelque chose que je ferai dans les prochaines années. Donc voilà, c'était ma présentation de ma collection. Ben, merci beaucoup, Myriam, pour cette présentation de collection. C'est intéressant, c'était assez diversifié hein, quand même. Comme moi! Oui, oui. Ben, on a toutes des collections assez diversifiées, puis on se rend compte que c'est le contexte qui donne de l'importance à l'œuvre plus que sa valeur sur le marché ou c'est vraiment une question de contexte. On en a appris un peu plus sur chacune de vous aujourd'hui, sur les différents moments marquants de vos vies, les différentes rencontres et les raisons pour lesquelles on aime l'art. Et ben, on fait de la radio parce qu'on aime l'art. Oh, ouais. Parfait. Ben, avant qu'on termine, moi, j'aimerais ça dire que ça m'a vraiment, vraiment fait du bien de parler d'art avec vous aujourd'hui. Sévia, tu disais que c'est ce qui t'avait manqué aussi, puis que tu t'es rendu compte en clavardant que ça t'avait manqué. Mais moi, c'est en vous parlant que là, je me suis rendu compte de « Ah! C'est pour ça que j'étais un petit peu grumpy cette semaine. » Ça me manquait. Donc, l'art et les discussions autour de l'art qui sont un baume pour l'âme en ces temps de pandémie qui nous obligent à rester chez nous. Mais on est chanceux, on est privilégiés d'avoir de la bouffe sur la table et de l'art autour de nous pour pouvoir... Et de l'accès aux réseaux sociaux et de l'accès à l'Internet. Oui, des personnes avec qui en discuter aussi, parce que l'art, c'est assez bien, mais j'avoue que ce qui est encore plus intéressant, c'est de pouvoir en discuter et d'enrichir nos réflexions en discutant avec d'autres personnes.
Ben, merci à vous. Merci à Sylvia Pellissier et Michel Drapeau d'Alest. Merci pour votre invitation à joindre nos voix. Une invitation qui traîne depuis un certain temps et qui se concrétise à cause de la pandémie. Merci à Myriam Leland, ma co-animatrice à l'Aérospatiale. Merci pour ta curiosité, ton dynamisme contagieux. Merci à vous, les esthètes, à la maison. Merci à toi, gentillesse de la France. Et ben oui, merci à vous à la maison, chers auditeurs, chères auditrices, les esthètes. C'est pour vous et pour l'art qu'on a envie de faire de la radio. Et comme le dit Sophie Calle, prenez soin de vous. Bye! Bye!